Bonjour à tous, il est 9 heures passé de quelques minutes. Il est temps de démarrer ce nouveau webinaire mensuel de Batilab. Alors, on est vraiment très heureux de vous retrouver après la pause estivale, puisque notre dernier webinaire date du mois de juin. Alors, on a choisi pour cette rentrée d'entrer tout doucement dans l'automne, avant d'entrer tout doucement dans l'automne, de vous proposer une thématique à la fois, je dirais, lumineuse et ensoleillée qu'on va parler des apports solaires et en tâchant de répondre à la question comment bénéficier au mieux des apports solaires. Pour ce faire, nous avons invité Éric Lerognon, dirigeant de Fluditech et adhérent de Batilab, qui sera accompagné d'Alexis Hervé, directeur d'Espatiel, qui vont nous parler de cette thématique, d'abord sous un aspect plutôt réglementaire, outils de calcul, outils numériques avec Éric Lerognon, puis avec des dispositifs et des retours d'expérience que nous présentera Alexis Hervé dans un second temps. Comme à notre habitude, vous pourrez interagir avec les intervenants. Vos micros sont coupés et nous vous invitons donc à poser vos questions par l'intermédiaire du chat et je me ferai votre porte-parole auprès de nos deux invités du jour. Et enfin, ce webinaire est enregistré. Il sera mis en ligne d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube, chaîne sur laquelle vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble des webinaires que nous proposons depuis plusieurs mois. Alors, je vais passer tout de suite la parole. Je crois que c'est Eric qui va démarrer. Je vais t'inviter, Eric, à partager ton écran. Je le libère de mon côté. Voilà, je pense que Rémi, mon écran est partagé Parfait, normalement. merci beaucoup. Merci Rémi, merci à tous pour votre présence. En effet, beaucoup d'inscrits. Ça fait plaisir de pouvoir échanger autour avec un certain nombre de personnes sur une problématique qui est d'actualité. Alors, en t'écoutant, Rémi, je m'aperçois que dans la notion d'apport solaire, qui est assez générique, il faut qu'on recentre un peu le sujet. On va parler des apports solaires lumineux, mais pas des apports solaires de chaleur. Donc, je tiens à le préciser pour bien poser la problématique. Donc, je me présente, hein, je suis Éric Lerognon. Je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent déjà. Je suis co-gérant d'un bureau d'études thermiques fluides qui s'appelle Fluiditech, qui est basé à Plermel. On a une agence sur Rennes. On fait tous les métiers autour de la thermique et du fluide. C'est assez classique. Et je suis aussi président de Bimeo. Bimeo est une start-up sur Rennes qui déploie les outils numériques et plus précisément les outils autour de la rénovation énergétique. Je vais parler, alors je vais aborder le sujet très mathématique, on va dire, du sujet, comment on calcule de l'ensoleillement, facteur lumière-jour et pourcentage d'accès à la lumière naturelle, qui sont les trois critères qui permettent de qualifier cet apport solaire. Et puis je laisserai Alexis faire part de la partie très pratique, très solution, pour apporter à l'ensemble de la profession la meilleure performance dans ces éléments. Alors, premièrement, le calcul d'ensoleillement, c'est un calcul qui se fait par simulation, par calcul par élément fini. Donc, pour ceux qui font un peu de simulation thermique dynamique, ça parle. Donc, on vient modéliser une 3D aujourd'hui avec les outils informatiques et graphiques. C'est assez pratique et c'est assez puissant. On paramètre les bâtiments les uns avec les autres, les uns en conflit avec les autres. Et ensuite, on va lancer un calcul plus ou moins long suivant la difficulté géométrique des bâtiments. Et on va évaluer le nombre d'heures d'ensoleillement par façade. Alors, ce qui est très important, c'est que les façades, on va pouvoir les découper aussi en petits cubes et on va pouvoir caractériser chaque cube, donc arriver à une précision. Et puis ensuite, l'intérêt d'un calcul, hein, c'est pas sa valeur, mais l'intérêt d'un calcul, c'est sa comparaison. C'est qu'on va passer d'un scénario d'une hypothèse A à une hypothèse B, et on va bien mesurer l'écart entre l'hypothèse A et l'hypothèse B. Donc c'est vraiment dans le métier de l'ingénierie, ce qui est important, c'est la progression. Hein,
c'est la comparaison entre deux situations. De façon plus visuelle, voilà comment ça se présente. Donc, on va construire les différents bâtiments qui entourent notre problématique. Donc là, vous voyez en bas, on a deux petites maisons qui ont été qui potentiellement impactées par la construction de trois autres gros bâtiments à côté. Et de cette mission, on nous a demandé de caractériser l'impact d'ensoleillement des façades. Donc, je tiens à signaler que cette thématique, qui n'est pas une thématique à proprement parler réglementaire, hein, il n'y a pas aujourd'hui d'objectifs réglementaires, mais c'est quelque chose qu'on voit apparaître de plus en plus. Hein. Pourquoi? Parce que vous savez que les différentes les différentes lois, hein, loi climat, etc., contraignent la construction d'un point de vue horizontal et font en sorte qu'avec la loi ZAN, je pense que tout le monde en connaît un petit peu, donc on va de plus en plus être confronté à cette construction verticale sur des parcelles existantes qui vont avoir un impact sur l'environnement. Et donc, on a quelques gros donneurs d'ordre, un promoteur qui nous sollicite justement avant de construire pour mesurer l'impact des bâtiments existants, des voisins, sur l'ensoleillement. Donc voilà, le calcul se fait de façon assez classique. Et là, vous avez une comparaison en fait d'un état A avant et d'un état B après. Donc ce sont beaucoup de chiffres, hein, c'est des calculs assez puissants. Mais ce qui est important d'analyser, c'est justement cette comparaison, cet écart. Et sans rentrer trop dans le détail, sur l'état avant, on avait la façade était exposée à 58,56% d'ensoleillement. Et après, elle est exposée à 49,04%. En fait, ce que je voudrais apporter comme élément au regard de notre expérience sur ces sujets-là, c'est que la méthode de calcul, souvent, comment dire, abaisse le seuil de risque un peu comme ça, comment dire, pragmatique. Enfin, en d'autres, je vais l'exprimer autrement. Quand vous avez un bâtiment, vous savez qu'il y a un permis de construire qui va se construire. Enfin, il y a un bâtiment qui va se construire, le permis est déposé. Et puis là, vous voyez un truc qui va faire 12-15 mètres de haut. Tout de suite, la logique voudrait dire, ah, je ne vais plus avoir de soleil. Oh, ça va être catastrophique. Et en fait, quand on fait le calcul, ben, on arrive à quantifier. Et souvent, la quantification est moins dure à accepter que l'intuition. Donc, j'invite tous les maîtres d'ouvrage hein, qui écouteraient ce webinaire à vraiment anticiper, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'anticiper la problématique pour la traiter dès qu'elle se crée, plutôt que d'attendre que des gens soient inquiets, en colère, et puis qui a un procès après coup. Donc, on a des outils pour qualifier l'ensoleillement des façades. Donc, voilà, ça, c'est d'autres formes de calcul, mais Alexis apportera des solutions hein, très claires pour contrebalancer un peu ces résultats. Alors, petit zoom, moi j'avais l'habitude dans les calculs un peu basiques d'avoir des courbes comme vous avez à droite, là, des courbes mois par mois d'ensoleillement. Il faut savoir que ces courbes-là bon, existent et sont assez faciles à calculer avec les outils classiques, mais ne sont pas assez précises pour qualifier et quantifier l'impact. Et c'est pour ça que nous, on a fait le choix chez Fuditech d'aller sur ce marché de niche avec un logiciel spécifique, un logiciel allemand. Hein. C'est pas Isba, c'est des logiciels très très pointus pour répondre à cette problématique. Deuxième indicateur de calcul, c'est le FLJ, hein, le facteur luminaire jour, donc aujourd'hui qui est utilisé assez couramment. Il est utilisé pourquoi? En fait, c'est un indicateur hein, qui va permettre de calculer un ratio entre l'éclairement intérieur et l'éclairement extérieur horizontal. Il est utilisé pourquoi? Parce qu'il est utilisé dans le cadre du HQE. Hein, donc la NF Habitat HQE demande
un critère sur le FLJ. Donc, quand vous avez des bâtiments qui sont dans un process de certification HQE, ben, vous devez calculer le FLJ. Donc, voilà, ça, c'est un indicateur qu'on calcule en tant que bureau d'études et qui peut se calculer avec des outils un peu plus classiques, un peu plus répandus. Le facteur, le FLJ, nous, avec les outils qu'on utilise, on peut aussi le caractériser de façon visuelle. Au-delà d'un pourcentage, on peut apporter à la maîtrise d'ouvrage, apporter à la promotion, des éléments très factuels, comme vous pouvez le voir sur l'écran, où on voit les zones qui seraient bien éclairées pour un salon et celles qui seraient plus sombres. Donc, je sais qu'on a des promoteurs qui, dans la phase conception, nous demandent bah, comment on pourrait améliorer le FLJ de telle pièce là. Donc là, on est vraiment dans le rôle de l'ingénierie, hein, du conseil. C'est qu'on va aider la conception à optimiser, parce que vous savez qu'aujourd'hui, la promotion immobilière est un peu en crise. Ben, toute solution qui permettra de valoriser un bien par rapport à un autre est toujours intéressante. Donc ça, c'est des leviers qu'on peut agir. Et encore une fois, Alexis en apportera d'autres, des solutions techniques pour améliorer ce ressenti. Et dernier élément, pour finir sur la partie lumière, dans la RE 2020, enfin XRT 2012, pour les tertiaires, on va mesurer ce qu'on appelle le pourcentage d'accès à la lumière naturelle. C'est le seul calcul qui est fait pour qualifier le besoin d'éclairement d'un espace. Donc, c'est un pourcentage. Donc, pour ceux qui ont l'habitude des logiciels réglementaires, hein, c'est une petite case dans accès à la lumière naturelle et vous mettez un pourcentage. Donc, je sais que par expérience, quand je discute avec certains confrères, oh, c'est du pourcentage un peu au hasard. Enfin, ouais, c'est long. Mais en fait, ce n'est pas du hasard, hein. Il y a une formule, hein, on l'a caractérisée par un petit schéma comme ça, qui est très, très clair. Je ne vais pas rentrer dans la formule, mais il faut prendre en compte la hauteur de la fenêtre. Hein, c'est le HLI, là, la hauteur totale, enfin la hauteur du haut de la fenêtre. Hein, on n'est pas, c'est pas la fenêtre, c'est du sol à la hauteur de la fenêtre. Et cette hauteur, on va la comparer à la hauteur de travail. Et ensuite, on va faire un petit calcul par rapport à la profondeur de la salle. Donc, juste un petit exemple hein, sur ces calculs. Lorsque l'on a une profondeur de salle de 5 mètres, ben, on a un accès à la lumière naturelle de 68%. Si on rajoute 3 mètres de profondeur, on n'a plus que 42%. Ça veut dire que cette valeur-là, elle va avoir une influence très forte sur la consommation électrique d'éclairage dans la simulation des 5 postes de la réglementation. Donc, pour les bureaux d'études qui commencent à performer, ne saisissez pas au hasard cette valeur, elle est calculable, et puis faites en sorte, avec l'architecte, hein, le concepteur, de réduire cette profondeur de pièce pour éviter l'accès à la lumière artificielle. Voilà, en conclusion, et après je vais laisser la parole à Alexis, hein, qui est là pour vous présenter une solution que je trouve exceptionnelle, mais je laisserai faire. En conclusion, tout phénomène se caractérise. Hein, dans ce alignement, on peut tout se calculer. Il n'y a pas de problème. Donc, quand vous posez une question, n'hésitez pas à faire appel au bureau d'études compétent pour vous donner la formalisation par un calcul. N'attendez pas d'être contraint à les calculer, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, hein, il ne faut pas attendre il ne faut pas faire l'autruche en disant, bon, allez, je dis rien, je calcule rien, on va attendre ce que va dire le voisin, ce qu'il est content, pas content. Il vaut mieux anticiper, parce que plus vous aurez les moyens d'anticiper, plus vous aurez les valeurs, plus vous aurez annoncerez les conséquences, parce qu'il y en aura de toute façon un petit peu, plus vous pourrez être dans une phase de négociation et plus votre projet aboutira sans encombre. Anticiper l'impact, c'est aussi trouver des solutions. Hein, encore une fois, Alexis vous en apportera. Alors, je vais terminer par un petit, justement pour qualifier ce que je viens de dire en conclusion, une petite expérience professionnelle. Il y a 15 jours, j'ai un avocat qui m'appelle et qui me dit oui, on m'a parlé de vous, etc. J'ai un PC qui est déposé, je ne sais plus si c'était à Grenoble ou à Lyon. Voilà, on est en phase finale et puis on vient d'être attaqué par un groupement, une association de voisins qui nous met en demeure de répondre sous 10 jours parce qu'il y a eu les vacances, etc. Mais comment on fait et là, ça a été terrible parce qu'en 10 jours, il a fallu apporter la démonstration à l'avocat, enfin, l'expertise, pour expliquer que tout compte fait, oui, il y a un impact. Hein. Donc là, c'est déjà l'avocat qui dit, comment ça, vous pouvez dire, oui, il y a un impact.
Par contre, on l'a caractérisé et on a annoncé que l'impact était que de 7%. Hein, donc, les éléments ont pu être apportés. Là c'est en procédure avec un délai complémentaire, etc. Mais c'est dommage d'en arriver à ce point de conflit alors qu'il aurait pu être traité en amont. Voilà, je finis et je vais laisser la place à Alexis. Juste pour vous dire que si vous souhaitez approfondir le sujet, si vous avez vous-même des problématiques sur l'ensoleillement, sur la lumière naturelle, nous sommes tout équipés pour lancer les calculs qu'il faut et vous aider et vous accompagner au sein de Fluiditech. Merci. Voilà. Juste peut-être une petite question avant de passer la parole à Alexis. Euh, pour résumer, est-ce qu'on peut considérer que les trois outils que tu nous as présentés, on peut faire un parallèle avec ce qui se passe dans les calculs thermiques, finalement, qu'il y a l'équivalent du calcul thermique réglementaire, c'est le dernier outil que tu nous as présenté, qui n'est obligatoire que dans le tertiaire, et que pour le reste, on est dans le cadre d'une démarche volontaire, et que c'est aux équipes de conception, à la maîtrise d'ouvrage Tout euh, à fait. de faire le choix d'aller investiguer dans ces directions-là pour optimiser le confort visuel au sein des bâtiments. Tout à fait. Tu as tout à fait raison, Rémi. Je vais reprendre en fait le discours sur les trois étapes. La première étape, elle est purement volontaire. C'est un calcul volontaire. Il n'y a aujourd'hui pas d'obligation de vérifier lorsqu'on monte un bâtiment que de quantifier l'ombrage donc c'est volontaire. La deuxième, ça peut être une démarche dans le cadre donc imposée dans le cas d'HQE, hein, donc c'est le calcul du FLJ. Et la troisième, là, on est purement dans le calcul réglementaire. En fait, je vais étendre un peu plus qu'au tertiaire, c'est pour tout bâtiment hors logement qu'on fait ce pourcentage et que tout bureau d'études doit faire. Hein. Et vous comprenez que ce pourcentage agit directement sur l'éclairage qui est aujourd'hui dans les bureaux, enfin les bâtiments de type tertiaire, une des consommations principales, quoi. Ok. Donc on peut espérer que, comme ce fut le cas pour les simulations thermiques dynamiques, où de plus en plus on s'empare de cet outil pour optimiser les projets, pour des questions purement thermiques, que pour les aspects confort visuel, voilà, on puisse porter un peu plus à la connaissance des outils pour qu'ils soient mieux investis par chacun. Ouais. Ouais, en fait, Alexis va vous expliquer en quoi la lumière peut avoir un impact sur un certain nombre de critères. Donc, je vais le laisser expliquer. Et c'est vrai que on sous-estime le poids de la lumière, hein, dans les logements, entre autres, hein. Quand je dis le poids, c'est-à-dire l'impact que ça peut avoir sur la qualité de vie, sur la santé, etc. Et tu as raison de dire, Rémi, que de plus en plus ça sera un critère qui sera poussé. Peut-être qu'on peut espérer que dans X années, ça soit réglementé. Euh, Est-ce que tu vois d'autres questions, Rémi, ou je laisse la main? Peut-être juste une précision, quelqu'un qui nous dit que pour information, le calcul du FLJ est optionnel pour les enjeux supérieurs du NF Habitat HQE en logement, mais par contre nécessaire pour le HQE dans le tertiaire. Tout à fait. Ben, merci. Je ne sais pas qui a fait cette précision. Merci beaucoup. Merci Eric. Alexis, on vous laisse la parole. Oui, avec plaisir. Je vais vous partager mon écran. Voilà, alors tout d'abord, merci Rémi pour votre invitation pour ces webinaires. Merci beaucoup Eric pour cette très belle présentation des outils méthodologiques et les outils de calcul que tu nous as présentés, qui permettent de bien comprendre les aspects théoriques du sujet. Alors moi, je m'appelle Alexis Hervé, je suis le fondateur d'une startup qui s'appelle Espaciel, qui est basé à Rennes, au village Baïséa. J'ai rencontré Eric dans ce cadre, puisque le village Baïséa sur Rennes est un accélérateur d'activités innovantes qui justement pousse des innovations et des nouveautés, et notamment dans nos métiers. Alors, Espaciel, c'est une entreprise qui est pionnière sur une solution particulière d'éclairage naturel, qui sont les réflecteurs de lumière, avec comme enjeu de permettre un meilleur accès à la lumière naturelle sous ses différentes formes,
de vous aider à valoriser sur les différents projets le potentiel lumineux qui peut être capté, qui peut être utilisé pour améliorer le bien-être des utilisateurs de bâtiments, la santé, et également réduire les consommations d'énergie, puisque au travers de la lumière naturelle, il y a énormément de vecteurs clés dans le domaine de l'immobilier. Juste à titre indicatif, l'éclairage naturel d'un logement fait partie des top 5 de critères de choix des acquéreurs ou des loueurs lorsqu'ils choisissent leur logement. Donc, l'expérience que l'on a auprès de nos clients, c'est que vraiment ce critère est fondamental au niveau de l'expérience, et même si les aspects réglementaires n'imposent pas une démarche particulière, on se rend compte à quel point elle est intéressante, notamment nous, dans notre activité auprès des clients particuliers. Puisque avant de travailler pour les professionnels, Espaciel a d'abord créé une gamme de produits pour les particuliers, et c'est vraiment cet échange avec les particuliers qui nous a montré l'importance du sujet. Alors, Espaciel a une expérience d'une petite dizaine d'années, a vendu 10 000 réflecteurs dans 25 pays. Et pour rebondir sur ta présentation, Eric, par rapport aux apports solaires, je vous propose de rentrer directement sur une solution particulière avec les réflecteurs courbes. Je vais reprendre un petit peu le déroulé que tu as suivi sur ta présentation, avec d'abord l'aspect apport solaire, rayonnement direct, ensuite la partie FLJ avec l'aspect plus diffus, et en dernier point, l'aspect tertiaire. Donc, je vais vraiment reprendre le canevas que tu as créé, mais ici illustré non plus sous l'aspect méthodologique et théorique, mais ici sous la mise en œuvre de solutions particulières sous le prisme des réflecteurs. Donc, cette lumière naturelle dont on a tous besoin pour se sentir bien, aussi bien au niveau du bien-être, du confort que de la santé, elle a deux composantes clés. La première composante, qui est la plus commune, c'est la lumière du ciel. Donc la lumière diffuse, qui est là tous les jours, même quand il fait gris. Et puis il y a une deuxième composante par laquelle je vais commencer, qui est le rayon de soleil. Donc vraiment par ciel découvert, lorsque le rayon arrive, il crée un apport lumineux beaucoup plus intense. Il a une dimension solaire beaucoup plus forte en termes d'éclairement, puisque en ciel couvert, on va évoluer sur une ressource de 1000 lux à 6000 lux en fonction de la météo des saisons, alors que sur le rayon de soleil, en fonction des saisons et de l'heure de la journée, on va varier sur des valeurs qui sont plutôt de l'ordre de 20 000 à 100 000 lux. Donc on est sur des énergies, des niveaux d'éclairement qui sont totalement différents et qui vont avoir des impacts complètement différents et des phénomènes optiques complètement différents au niveau du bâti. Donc, par rapport au premier sujet que tu évoquais, Eric, sur la dimension solaire et l'ombrage que peuvent apporter des masques proches ou des configurations de bâtiments, je prends ici la configuration des cours intérieures, des espaces en patio ou en îlot, où on peut très bien avoir du soleil en partie haute, au niveau de la toiture du bâtiment, et une situation d'ombre en bas, au niveau des fenêtres qui se trouvent plus bas dans le logement. Donc ça, c'est un cas qui est bien particulier, et originalité d'Espaciel, c'est qu'on propose des réflecteurs courbes qui permettent de capter les rayons du soleil en partie haute et de les retransmettre en partie basse, tout en déroulant le soleil sous forme d'un ruban lumineux. Et donc, on vient créer une sorte de mapping solaire qui va permettre de recouvrir de lumière solaire tout un espace, ainsi que des façades, et par ce fait également les ouvertures qui équipent ces façades. Alors, pour bien comprendre ce phénomène, un schéma où on voit le soleil qui suit sa course apparente dans le ciel et qui vient rebondir sur le réflecteur, qui vient ensuite créer cette espèce de ruban lumineux qui présente l'avantage d'apporter un gain de luminosité,
tout en diffusant l'énergie solaire, et donc on évite le phénomène d'éblouissement, puisque les 20 000 à 100 000 lux donnés par le soleil de façon directe vont être trop intenses. Là, on va utiliser cette ressource sur un espace beaucoup plus grand. Alors, en termes de gains, voici un premier exemple réalisé. Donc ici, on est sur une petite opération de promotion en région parisienne. Et pour rentabiliser l'opération, il fallait construire un niveau sous-sol habité avec un logement en rez-de-jardin niveau -1, donc très enclavé dans un contexte urbain dense. Et la problématique de la lumière s'est tout de suite fait sentir par rapport aux promoteurs pour pouvoir commercialiser ensuite ce bien. Et on voit ici l'impact des réflecteurs solaires. Hors mapping solaire, on est à 1110 lux. Et dans la zone de mapping solaire, on est à 2470 lux au niveau du jardin. Donc on a un impact très fort qui permet ensuite de desservir la baie vitrée attenante et les espaces de vie à l'intérieur du logement. Alors, pour mieux réaliser ce concept de mapping solaire, je vous propose une vidéo time-lapse en complément des chiffres pour voir comment cela fonctionne. Puisque, si vous voulez, le produit est passif, il est fixe, il ne nécessite qu'une maintenance très réduite, un nettoyage occasionnel, mais lui, le soleil, il se déplace. Donc, c'est vraiment la juxtaposition de modules qui va permettre de mapper une surface importante pendant un temps significatif sur la journée. Donc voici un exemple en accéléré, de façon extrêmement compacte. En quelques secondes, je repasse toute une journée de fonctionnement. Et là, on voit les 3 modules délivrer un ruban solaire sur le jardin. Et on voit très bien l'apport lumineux, qui aurait pu être beaucoup plus continu, beaucoup plus homogène si on avait densifié le nombre de modules. Et là, pour des questions de budget, le promoteur a souhaité mettre 3 unités. Alors, je vais refaire la vidéo, c'est peut-être passé un petit peu vite. Donc là, on est à l'ombre, on a uniquement la lumière du ciel. Et là, on voit les apports solaires redirigés donc, au niveau -1 par les réflecteurs. Alors, bien entendu, quand on est devant ce phénomène, on ne voit pas le rayon solaire se déplacer. Là, c'est uniquement l'accélération faite par le time-lapse qui fait qu'on visualise ce mouvement solaire. Alors, je vais revenir à la présentation. Voilà, donc j'espère que ce visuel vous permet d'appréhender ce concept de mapping solaire. Et pour revenir maintenant donc aux études de façade et d'ensoleillement ou de perte d'ensoleillement, on peut tout à fait utiliser ce type de technologie de réflexion, de redirection de lumière pour non seulement améliorer une situation existante dans un patio ou dans une cour intérieure, mais aussi pour réensoleiller et compenser finalement une perte d'ensoleillement qui va être occasionnée par un nouveau projet. Donc là, c'est un exemple d'une copropriété dont la cour intérieure va être masquée par une nouvelle résidence. Et cette nouvelle résidence va aussi servir de support pour placer des réflecteurs et réensoleiller la façade qui se trouve à l'ombre du nouveau bâtiment. Donc cette façade n'aura plus le soleil à la même heure, elle l'aura à d'autres moments, et à ces moments où elle va être rétro-éclairée par les réflecteurs, elle aura quelque part plus de soleil qu'avant. Donc ici, on voit la configuration, on a une copropriété existante, et au nord, une nouvelle résidence vient se construire, et on comprend que le matin, les apports solaires sont masqués par le nouveau bâtiment, et la zone d'ensoleillement naturel ici de la cour intérieure va être fortement impactée, comme l'a démontré le calcul de façade que tu as présenté tout à l'heure, Eric. Voilà, et donc avec des réflecteurs qui sont positionnés ici au niveau du brise-vue des éléments techniques de ventilation qui se trouvent en toiture. Donc il y a déjà un brise-vue qui est là, et donc on vient compléter ce brise-vue par des réflecteurs, et en fonction de leur position, ils desservent des points particuliers de la façade à des horaires particuliers de la journée pour assurer une continuité du réensoleillement de la façade. Voilà, donc par rapport à ce que tu évoquais, Eric, dans ta présentation, sur les problématiques
de perte d'ensoleillement. Il y a un premier niveau d'approche qui est effectivement ce que tu disais, c'est de qualifier, de quantifier, de caractériser cette perte d'ensoleillement. Et déjà, on peut très fortement baisser l'impact perçu pour le voisinage par ce biais-là. Et ensuite, si vraiment on voit qu'il y a un besoin de réensoleiller, il existe des solutions qui sont des solutions finalement qui ne nécessitent pas de redessiner, de réarchitecturer le bien. On peut, à l'aide de ces techniques, conserver globalement le projet dans son architecture, dans sa physionomie, dans ses volumes, et venir réensoleiller à l'aide de dispositifs tels que les réflecteurs. Voilà. Alors, ça, c'était un premier aspect sur le soleil, la perte d'ensoleillement, les apports solaires. Maintenant, on va prendre un autre exemple, où là, on va plus parler effectivement en termes de FLJ, en termes de lumière du ciel, où là, on va être dans une configuration différente. On ne va pas avoir une ressource directionnelle, on ne va pas avoir la puissance du rayon de soleil, mais plus une approche par rapport à la lumière du ciel, au diffus qui va être disponible. Et là, en termes de solutions, je voudrais vous montrer des réflecteurs plans, pour le coup, donc il n'y a pas de courbure, et des réflecteurs qui sont beaucoup plus proches des ouvertures. Parce que, si vous voulez, le gros avantage du soleil, des apports solaires directs, c'est que ça peut être transporté facilement par rebond, par redirection. Il y a des effets de réverbération qui peuvent être puissants. Donc c'est une lumière qui se transporte bien. La lumière diffuse, elle se transporte très peu, et donc on peut l'utiliser, on peut la modeler, on peut la travailler, mais sur des distances beaucoup plus courtes. Donc là, vous voyez, les réflecteurs sont beaucoup plus près des ouvertures que dans l'exemple précédent. Et comme cette lumière du ciel est déjà diffuse, on n'a pas besoin de créer d'effets de courbure ou d'effets optiques pour retravailler cette lumière. On peut travailler en surface plane, ce qui est important aussi puisque comme les dispositifs de réflexion sont proches des ouvertures, on voit des choses au travers, ça contribue au contact avec l'extérieur, et là on ne peut pas utiliser la courbure qui, elle, déformerait finalement l'image restituée par le réflecteur. Donc là, on est dans une configuration de bureau. On a un apport lumineux qui correspond à la réglementation, mais là, l'utilisateur des bureaux a souhaité, je dirais, pour le confort, pour l'efficacité de ses salariés, aller au-delà et améliorer l'éclairage naturel en plaçant des dispositifs de réflexion dans certains bureaux qui sont en rez-de-chaussée ou en puits de lumière et qui ne bénéficient pas d'un éclairage très fort. Et donc là, on va jouer non plus sur l'ensoleillement, mais effectivement sur le FLJ. Donc en termes de chiffres, vous voyez le flux lumineux délivré au niveau de la fenêtre par le réflecteur. On passe de 81 lux, pardon, de 810 lux, excusez-moi, il y a un coefficient multiplicateur, à 1870 lux. Et ensuite, cet apport lumineux vient se réverbérer sur le plafond pour desservir la pièce. Voilà, ben je vous remercie pour votre attention. J'en ai fini avec ces quelques exemples. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexis. Une question qui me vient. Attends, Rémi, je voudrais Oui. juste rebondir sur enfin, la présentation d'Alexis. Je pense pour tous ceux qui sont sur le décret tertiaire, hein, donc le décret tertiaire qui engage les bâtiments à des réductions de consommation de 40, 50, 60%. Donc on est sur de la vérification de la mesure, hein, puisque c'est la déclaration tous les ans Opéra qui acte. Je pense que là, il y a un levier, Alexis, pour le tertiaire, pour diminuer. Et on n'est pas dans les phases calcul, donc je ne vends pas mon business, hein, mais je vends plutôt l'accompagnement, la maîtrise d'ouvrage. Je pense que c'est une solution qui peut être assez facilement généralisée, le diffus, pour limiter l'utilisation de l'éclairage artificiel et donc constater l'économie, enfin le gain. Voilà, je Oui, veux juste ouvrir cette opportunité sur la réglementation liée au décret tertiaire. Je te laisse, Rémi. Ouais, d'accord. Merci Eric pour cette précision.
Quelques questions. La première, quel est l'impact des réflecteurs sur les zones nouvellement ensoleillées? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que veut nous dire Guillaume Lesage à travers cette question. Et il a une question subsidiaire. Qu'en est-il de la maintenance des réflecteurs? Quelle période faut-il entretenir, peut-être nettoyer ces réflecteurs? Très bien. Ben, merci pour ces questions. Effectivement, c'est des très bonnes questions. Alors, l'impact sur les zones nouvellement ensoleillées, on l'a vu tout à l'heure au niveau de la mesure au luxmètre, hein. On avait au niveau du jardin un passage hors zone de projection qui était de l'ordre de 1000 lux et on passait au niveau de la zone ensoleillée à 2500 lux, hein. Donc, le gain est significatif. Et au niveau de la mise en œuvre des réflecteurs. Si vous voulez, c'est des modules qui sont totalement configurables. Donc, on peut positionner leur inclinaison, on peut régler leur galbe, et donc on peut plus ou moins intensifier le mapping solaire qui est fait. Donc, soit on le concentre, et là, on va monter, on peut aller jusqu'à 5000 lux, ou au contraire, on va chercher à diffuser plus large pour avoir un effet qui soit le plus doux possible et pas apporter quelque part trop de soleil. Donc après, tout dépend de la discussion avec le client, avec le maître d'œuvre. Voilà, par exemple, au niveau de la végétalisation dans les îlots urbains, c'est vrai que la plupart des végétaux ont une photosynthèse qui démarre à 5000 lux. Donc là, on va plutôt chercher à intensifier l'apport lumineux. Ou au contraire, si on est sur une terrasse de restaurant ou une terrasse de café ou un espace de jeu pour les enfants qu'on souhaite créer, bon, ben là, on va peut-être chercher quelque chose de plus doux, vous voyez. Donc là, on va être vraiment dans une démarche de réglage de la courbure et de l'inclinaison en fonction de ce que souhaitent les acteurs du projet. Aujourd'hui, ces aspects-là sont plutôt des retours d'expérience, des mesures qui sont effectuées au moment du paramétrage de la solution, mais on n'est pas dans une approche théorique de modéliser par avance le phénomène, hein. Donc ça, c'est quelque chose dont on parlait avec Éric Lerognon. C'est voilà, il y a une capacité à modéliser les problématiques, à caractériser les besoins de lumière naturelle. Maintenant, les solutions nouvelles que l'on propose, par exemple chez Spatiel, doivent encore rentrer dans les calculs et dans les outils de modélisation. Je ne sais pas si ça répond à la première partie de la question. Et en tout cas, pour la deuxième partie, sur la maintenance, l'avantage de ces dispositifs, c'est qu'ils sont passifs, hein. Donc la partie mobile, c'est le soleil, c'est la course apparente du soleil dans le ciel, donc la maintenance est très limitée. Et en plus, les réflecteurs constituent comme une sorte de corniche, donc la partie réfléchissante est vers le bas, et donc très peu soumise aux salissures. Donc un nettoyage tous les 2 ans suffit très bien. Il y a une petite précision que nous apporte Guillaume dans sa question. Il nous dit, j'ai manqué de précision dans ma question, il s'agissait d'évoquer l'impact sur les températures. Et du coup, il y a d'autres questions complémentaires qui arrivent sur cette question-là. D'accord? Qu'en est-il en période estivale? Est-ce qu'on peut diriger les réflecteurs, enfin en tout cas moduler leur inclinaison en fonction de la saison pour limiter des apports additionnels qui viendraient apporter des surchauffes et de l'inconfort thermique? Alors, oui, c'est possible. En pratique, on n'a pas de demande là-dessus, puisqu'on parle bien d'espaces qui sont en perte d'ensoleillement, existantes ou futures. C'est-à-dire que quand on est dans un cœur de ville très dense, ou quand on est dans, je sais pas, par exemple, un hôtel qui a des patios et des cours intérieurs, en fait, on est dans la situation d'espace sombre, quelque part délaissé, qu'il faut requalifier. Et l'originalité de la solution, c'est que là, on peut accompagner la requalification de l'espace en apportant justement ces apports solaires qui font cruellement défaut. Donc les espaces que l'on vient équiper de ce genre de dispositif sont pas du tout en situation de surchauffe, bien au contraire. C'est souvent des espaces où il peut y avoir des problèmes d'humidité, des problèmes de manque de lumière. Mais Euh, Alexis, je te coupe, oui, je comprends, par contre, je comprends parfaitement la question ok, pour pouvoir la traiter dans un autre cadre aujourd'hui avec les bâtiments qui sont en surchauffe. ah Donc, oui, le risque étant que tu as une pièce qui est certes peut-être pas beaucoup éclairée, oui, mais qui se maintient fraîche l'été. Et si tu apportes de la lumière, tu vas aussi apporter de la chaleur et tu vas peut-être
transformer une situation de confort estival en une situation d'inconfort. Donc, il est évident que on rentre dans des sujets très techniques où le tout est un équilibre. Oui. Donc, ça n'enlève en rien la notion de masse intérieure, d'inertie, etc. Donc, aujourd'hui, je dirais que ça répond à un fort besoin, la solution des spatiales. Pour autant, il est évidemment prudent de vérifier si on n'est pas dans une surchauffe. Alors, comme je le disais, on n'est pas, enfin, comme disait Alexis, on n'a pas encore de moyens de simulation de ces déflecteurs. On ne sait pas aujourd'hui dans nos outils rapporter un déflecteur. Donc, il faut être prudent et peut-être faire des calculs un peu empiriques, quoi, pour qualifier. Mais je comprends la question, tout à fait. Ok, merci pour cette précision. Bon, après, on parle de chiffres qui sont sur du 1000 à 5000 lux, là où les apports solaires directs sont sur la fourchette 20 000 à 100 000 lux. Donc, on est au minimum 4 fois inférieur à l'apport direct. Donc, la dimension thermique est quand même très limitée. On le sent, nous, sur les installations que l'on fait. Et voilà, il faut... Voilà, le sujet réflecteur est un sujet effectivement de curiosité quand on en parle parce que c'est nouveau, parce que ça a un aspect technique qui est intéressant, la dimension optique. Maintenant, ça reste des modules qui sont relativement petits. Là, sur les réflecteurs courbes, on est en 50 par 80 cm. Vous voyez, à rapporter à 5 étages de bâtiments. Enfin voilà, on n'est pas sur un four solaire comme au Delio où là les rapports s'inversent, quoi, où il y a plus de miroirs que de surface à éclairer, quoi. Donc on est vraiment dans l'utilisation raisonnée de la ressource. Alors, Alexis, nous avons une nouvelle question sur est-ce que les apports solaires sont transmis comme si le soleil rayonnait directement sur le vitrage? Alors, peut-être qu'il faut préciser la différence entre le rayonnement direct, le rayonnement diffus et quel est le rôle finalement de ces miroirs. Alors, il y a deux aspects dans la question. Déjà, d'un point de vue lumière en tant que telle, donc ce sont des réflecteurs, en tout cas en ce qui concerne les spatiales, ce sont des réflecteurs métalliques avec des traitements métalliques et des protections de type céramique extrêmement fines qui font qu'il n'y a pas de réverbération interne, il n'y a pas de modification de polarité comme on peut l'avoir avec un vitrage. Donc la nature de la lumière qui est transmise est extrêmement proche de la lumière naturelle. Il n'y a pas d'effet de transformation, je dirais, de la lumière naturelle. Je ne sais pas si c'était le sens de la question. Et ensuite, alors j'ai pas forcément compris la question. Rémi, vous disiez, est-ce que je la retrouve pas la question? Je reprends la question. Est-ce que je Oui. la retrouve dans le déroulé du chat? Les apports latents solaires sont donc transmis via les réflecteurs, comme si le soleil direct donnait sur le vitrage. Non, justement, c'est bien l'intérêt de donner une courbure au réflecteur. Effectivement, aller puiser une source de soleil et la renvoyer directement par un réflecteur plan, ça peut être intéressant, mais c'est pas ce que l'on fait dans le cadre des réflecteurs courbes, puisque justement la courbure vient déjà diffuser le soleil, créer ce ruban lumineux qu'on a vu tout à l'heure en vidéo, et donc par rapport à une source de soleil qui va être de, admettons, 50 000 lux, et en bas on a vu qu'on avait 2500 lux. Donc il y a un effet de diffusion, donc c'est ce juste équilibre entre une présence solaire que l'utilisateur va percevoir, visualiser, il va en avoir le bénéfice, mais d'un autre côté, un aspect qui n'est pas éblouissant et qui n'est pas focalisé. Donc, il y a quand même un aspect différent, on va dire, de la lumière qu'on fournit. Alors, vous parliez à l'instant d'éblouissement. Le dispositif, il est calibré pour un logement, mais est-ce qu'il peut y avoir des risques justement d'éblouissement pour les voisins qui ne sont pas directement bénéficiaires des réflecteurs? Est-ce qu'il peut y avoir un effet
de gènes induits dans l'environnement. Non, on organise justement la disposition des réflecteurs pour éclairer spécifiquement l'espace qui est en manque de lumière. Donc, il n'y a pas d'effet parasite, de fuite ou de rayons qui viendraient éclairer euh, en dehors de cet espace que l'on cherche à renforcer en termes de luminosité. Alors, une autre question d'une personne qui travaille spécifiquement sur les questions d'îlots de chaleur, de surchauffe estivale, et qui nous dit que cette problématique est particulièrement prégnante et que les patios faiblement ensoleillés sont justement, dans ce contexte-là, une très bonne chose pour cette problématique. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver voilà, ce réel équilibre entre ramener de la lumière dans ces espaces sans créer d'inconfort thermique, notamment en période estivale. Justement, c'est tout l'intérêt de cette forme courbe, de cette solution de réflecteur, c'est que comme elle diffuse en fait l'énergie solaire, on n'est pas dans la restitution du rayon de soleil euh, ponctuel et effectivement très chargé en énergie. On vient le répartir sur toute une surface et donc on apporte de l'éclairage sans chauffer finalement. Vous voyez. Donc c'est vraiment cette idée. Moi, je trouve que cette forme courbe, elle a vraiment des mérites énormes parce que elle permet d'ajuster par rapport à la position du soleil dans le ciel. Donc ça s'adapte aux saisons, si vous voulez, puisque la hauteur du soleil varie non seulement dans la journée, mais aussi en fonction des saisons. On a cet aspect diffusant qui fait qu'on vient mapper le soleil sur une grande surface et donc on peut desservir plus de zones de la construction. Donc, si vous voulez, la réponse pour moi à toutes ces questions, elle est vraiment géométrique. C'est la configuration courbe du réflecteur qui est vraiment l'innovation qui change la donne et, et moi, je le vois vraiment comme une opportunité, si vous voulez, de requalifier, de réapporter, de donner des solutions sur des espaces qui manquent d'accès à la lumière, en particulier aux rayons de soleil, surtout dans le contexte que décrivait Éric tout à l'heure, par rapport au phénomène de densification, de valorisation du bâti, de l'Ouazzane. Là, j'entends beaucoup de remarques sur la découverte de la technologie et ses nuisances potentielles, mais je vous invite vraiment à réfléchir aussi sur ses bénéfices et les apports de cette nouveauté. Alors, j'ai une question extrêmement pragmatique d'eux même. Quel est le coût d'un réflecteur de taille moyenne et est-ce que vous avez une idée de la durée de vie du dispositif? Alors, le coût dépend beaucoup des conditions de mise en œuvre. Donc, les modules unitaires ont un prix qui est de l'ordre de 500 € hors taxe. Et ensuite, tout dépend les supports, l'intégration au projet architectural. Est-ce que on part sur la solution catalogue ou est-ce qu'on redessine les dispositifs en fonction du design réalisé par l'architecte pour aller chercher une intégration plus poussée des dispositifs? Il y a un petit peu toute la palette, si vous voulez. Et là, les prix vont changer en fonction du projet, des dimensions, des supports. Voilà, mais ça donne quand même un ordre de prix en termes de prix unitaire module. Donc ça, c'est un premier aspect. Et ensuite, sur la durée de vie, nous, on garantit la performance de réflexion et d'efficacité optique pendant plus de 10 ans. Maintenant, les réflecteurs ont une durée de vie qui est bien supérieure à cela, mais voilà, par rapport à une redirection de lumière supérieure à 90% en spéculaire et 99% en diffus, voilà, c'est au moins 10 ans. Une autre question, Alexis, en termes de mise en œuvre, quel professionnel est habilité à les poser quand il s'agit de les fixer sur acrotère ou en toiture, par exemple? Alors, au niveau de la mise en œuvre, c'est des produits qui sont assez simples dans leur mise en œuvre en termes de support et de fixation. Donc, des entreprises de toiture, de façade, de menuiserie, de fenêtres, des entreprises de cordes. Tous ces corps de métier appréhendent facilement le produit. Quand on est sur les chantiers et qu'on les forme sur nos technologies, ils les prennent en main rapidement. Après, sur le réglage des courbures, les inclinaisons, les réglages d'angle et les relevés en caméra time-lapse pour s'assurer des bons réglages des dispositifs, ça va être plutôt l'expertise
de notre entreprise, où là, on va effectivement suivre et accompagner les chantiers. Voilà, l'aspect sous-jacent de la question, c'était également sur l'aspect assurance, hein. Donc, c'est la décennale des entreprises qui installent ces dispositifs, qui sont des entreprises classiques du bâtiment qui s'appliquent. Tout à fait, absolument. Alors, j'ai une question qui nous vient, mais qui n'est pas très précise. Mise en œuvre sur rail, point d'interrogation. Euh, J'imagine que... Alors, par rapport à ça, je vais peut-être revenir sur la présentation. Au niveau des infrastructures, on n'a pas encore fait de dispositif pour les voies ferrées. Par contre, bon, au niveau des infrastructures, c'est vrai que ces techniques de redirection, de diffusion ou de transport de la lumière peuvent avoir de nombreuses applications. Bon, nous, on a imaginé notre gamme standard de réflecteurs, mais après, nous, on est ravis d'accompagner les clients qui nous emmènent sur des projets nouveaux. On a notamment collaboré avec le Centre d'études des tunnels et la société Nature et Confort, qui est un expert des conduits de lumière, pour un projet pour le département de Haute-Savoie, afin de requalifier l'usage d'une galerie par avalanche. Donc, ces galeries par avalanche, ces tunnels semi-ouverts que vous voyez en montagne, pour protéger la route des éboulements ou des avalanches. Et en montagne, il y a de plus en plus de reconfiguration de la pratique sportive, notamment avec le vélo. Et dans ces ouvrages, les vélos sont à risque parce que les automobilistes ne les voient pas. Donc, vous voyez ici, vous avez une rangée de réflecteurs primaires qui sont protégés par la casquette du pare-avalanche et qui viennent capter la lumière du ciel, la rediffusent vers le fond de la galerie au niveau d'une rangée de réflecteurs secondaires qui viennent matérialiser la piste cyclable au sol en lumière du ciel. Donc là, bon, il y a quelques éclats de soleil qui apparaissent, c'était sympa pour faire la photo, mais le dispositif est vraiment calibré pour fonctionner en lumière du ciel et on voit vraiment au sol la piste cyclable. Donc elle n'est pas matérialisée par une ligne blanche, elle est matérialisée par un reflet lumineux qui vient éclairer là. Donc je ne sais pas si ça répond à la question Je pense que la qui question est était posée. plus sur la pose sur rail. Est-ce que c'est tu vois, est-ce que tu mets un système de rail? Ah, ok. Alors oui, sur la pose sur rail, je vais revenir sur la photo qui était ici. Excusez-moi pour le mal de mer, j'y vais tout de suite. Donc effectivement, si on veut créer une juxtaposition de modules alors qu'il n'y a pas d'acrotère, pardon, qu'il n'y a pas de garde-corps ou de brisu ou autre, on peut tout à fait revenir légèrement au-dessus ou en dessous de l'acrotère et fixer effectivement les réflecteurs sur un profilé de sorte à faciliter sa mise en œuvre. Absolument. Alors, merci beaucoup, Alexis, pour ces précisions. Je ne vois pas d'autres questions. On arrive au terme, si peut-être une dernière. Ah, Oui, quelles sont les démarches administratives associées, notamment à la position des ABF, des architectes des bâtiments de France, sur ces dispositifs? alors, sur ces dispositifs, c'est des dispositifs qui restent nouveaux. Maintenant, il y a déjà des projets qui ont été faits dans le cadre ABF. Si vous prenez par exemple tout récemment l'hôtel de la Marine à Paris, la cour de l'intendant, qui a cette verrière architecturale si impressionnante, est alimentée en soleil par des réflecteurs. Donc là, ce sont des réflecteurs sur mesure qui ont été conçus par l'architecte, c'est Hugh Dutton, architecte. Et là, ça a été fait en coordination avec l'architecte des bâtiments de France pour l'intégration, je dirais, dans le projet de rénovation du bâtiment historique. Ensuite, sur des projets plus ponctuels où on vient simplement placer quelques dispositifs, si c'est dans une zone totalement privée où il n'y a pas d'impact, il ne va pas y avoir forcément de démarche autre que celle de la copropriété. Par contre, dès qu'il y a un enjeu de vue sur le quartier ou sur la rue, on va être dans le cas classique d'une déclaration préalable avec une validation en mairie. Tout dépend de la configuration. Vous voyez, dans le projet que j'ai présenté de promotion, les volumes sont déjà là, le pare-vue est déjà là, on vient simplement l'habiller de réflecteurs, donc il n'y a pas de modification de la déclaration préalable. Donc tout dépend du contexte du projet.
Alors, une petite précision sur la question précédente, et je salue au passage Samuel Dosset de l'agence Qualité Construction qui vient apporter ces précisions. La question de la fixation faisait peut-être référence au risque de dégradation de l'étanchéité des toitures des accrotteurs. Alors là, par contre, on va rentrer dans les détails techniques de conception et on va prendre toutes les mesures de conception utiles pour, bien entendu, ne pas dégrader l'étanchéité. Et là, il y a toute une palette de solutions de fixation. Voilà, mais là, on va rentrer vraiment dans le détail des supports et de la conception, bien entendu, pour s'intégrer à la conception technique du bâtiment. Tout ça est bien sûr anticipé et prévu. Merci beaucoup. On arrive au terme donc, de notre webinaire. Merci beaucoup Alexis. Merci beaucoup Eric. Je vous rappelle que ce webinaire a fait l'objet d'une captation vidéo, donc sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube très prochainement. N'hésitez pas à diffuser le lien autour de vous pour faire connaître ces sujets qui sont quand même relativement nouveaux et qui méritent d'être portés à la connaissance du plus grand nombre. C'est un sujet d'actualité. On le voit à travers l'ensemble des questions que vous avez posées que voilà, c'est une solution qui peut être à la fois simple, facile et efficace. Merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne journée et rendez-vous le mois prochain pour parler de la REP. Voilà, bonne fin de journée à vous tous. Au revoir. Merci, au revoir.